Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique et c'est Once Upon a Time in Hollywood. Avant de commencer cette critique, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça envoie du love à Tarantino. Ok, donc ce film, il parle de quoi très rapidement sans spoiler? Donc le film se déroule en 1969 dans le vieux Hollywood, comme dit l'âge d'or d'Hollywood selon Tarantino. Et voilà, il y a différentes intrigues avec notamment Sharon Tate qui a vraiment existé avec Roman Polanski. On a les deux personnages fictifs de Rick Dalton et de Cliff Booth. Et on a aussi en parallèle la famille Manson. Et voilà, ils sont un peu liés, il y a différentes histoires qui se créent autour de ça. Donc tu parlais de justement des personnages, et ben il y a trois acteurs principaux dans ce film qui sont les têtes d'affiche, DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. C'est un petit peu on peut pas faire mieux actuellement en termes et justement, moi je me demandais, c'est quand qu'on a déjà vu DiCaprio et Brad Pitt dans le même film et jamais, je n'arrive pas à trouver des Il y en a pas. Justement, et c'est fou d'avoir ces deux acteurs, c'est des immenses acteurs dans le même film qui en fait sont potes, tu vois, ils sont pas genre. C'est génial. Et c'est vraiment de les voir, c'est génial. Ils forment un duo de ouf. En termes de jeu, DiCaprio, il est vraiment bon. Ouais. Et je trouve qu'il est différent d'habitude. Ouais, moi, j'avais un truc. Vous le verrez dans le film. DiCaprio, on a l'habitude que ça soit, je sais pas. Il a un rôle à lui. Il fait du DiCaprio, mais là, je trouve qu'il est un peu plus. C'est gentil, mais teubé que d'habitude. Ouais, il est un ça, peu c'est plus genre un loser. Après, le personnage, c'est un loser, comme dit, c'est un vieil acteur de série qui essaie de percer alors que le cinéma, il veut plus vraiment de lui. C'est ça. Et du coup, il est vraiment triste. Il pendant arrive tout le film. très très bien joué. Ouais, et il joue vraiment bien. Je suis content d'avoir attendu longtemps avant de le retrouver dans un bon film comme ça. Brad Pitt, il fait du Brad Pitt. Il joue bien, mais voilà, très bien. Il a pas une performance aussi folle que DiCaprio, mais c'est vraiment cool. Et Margot Robbie joue très bien aussi. Alors peut-être qu'on la voit pas assez à mon goût. C'est un personnage un peu moins important. C'est vrai, mais c'est plus un personnage. Je pense qu'ils ont voulu prendre une grosse tête d'affiche pour jouer un personnage réel, vu que c'est Sharon Tate. Et voilà, elle est quand même importante à sa manière, mais plus en toile de fond. Ah, faut pas oublier qu'il y a un autre personnage principal dans ce film, c'est le chien. Mais pourquoi on parle du chien? Parce qu'il a gagné la Palme d'Or à Cannes. Qui récompense le meilleur chien dans un film. Voilà. C'est un petit trophée sympa. Mais en tout cas, voilà, ce film a gagné une Palme d'Or grâce à ce chien. Et ce chien est vraiment cool. Et très important aussi. Il y a aussi une ribambelle d'autres acteurs, mais des noms mais incroyables. Jamais on aurait pensé qu'ils finiraient tous dans le même film. Ouais, c'est fou. Emile Hirsch, Kurt Russell, Al Pacino. On a la liste à côté là, je vais pouvoir vous le dire. Il y a Damien Lewis, il y a Luc Perry. Qui est dans le film. Ouais, voilà. Il y a Bruce Dern aussi qui joue dedans, Dakota Fanning, il y a Maya Hawke. Et ça c'est intéressant parce que c'est la fille de Uma Thurman et de Ethan Hawke. C'est ça. Et du coup c'est un peu genre l'héritage de Uma Thurman dans un film de Tarantino. Vous l'avez vu dans Stranger Things saison 3. On peut attaquer avec la réalisation maintenant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. En tout cas, on peut commencer par un point, c'est que ce film, c'est du Quentin Tarantino. Ça se voit et ça se voit plus dans les détails que dans la globalité parce que c'est un film qui est pas vraiment Tarantino, parce qu'il fait un peu penser à un film d'auteur très... où il prend son temps. Il prend son temps, après dans les autres films aussi. Oui, mais là c'est plus travaillé, il y a des belles lumières, des machins. Et c'est vraiment, vu que le film est assez nostalgique, assez un peu triste, on va dire, c'est différent de ces autres films. C'est très intéressant de le voir là-dedans. Et il y a quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans une autre vidéo, c'était le fait qu'il aime bien réécrire l'histoire. Ouais. Et c'est le sujet de ce film. C'est le sujet de ce film, comme Inglourious Basterds, comme Django Unchained par exemple, là, on est en plein dans ce Hollywood des années 60 avec la famille Manson, et du coup, il s'est passé des trucs. Et Tarantino, il aime bien mettre ses personnages fictifs avec des personnages réels. Il y a ça pas mal de fois dans le film. Des interactions avec Polanski, avec Steve McQueen. Qui ont vraiment existé. James Stacy. Voilà, c'est ça. Et c'est trop marrant parce que tu as vraiment deux univers qui se rencontrent. C'est fou. En fait, le fictif et le réel, et c'est là tout l'enjeu du film, c'est vraiment, on regarde une uchronie en fait, clairement une uchronie de Quentin Tarantino. En gros, c'est un peu sa vision parfaite en mode moi j'aurais rajouté ça. Alors petite info pour ceux qui n'y connaissent rien à l'histoire de Hollywood dans les années 60-70. J'étais pareil, je connaissais rien du tout. Renseignez-vous peut-être après, parce qu'il y a plein de détails dans ce film, des trucs fous, même avant. Si vous pouvez le faire avant,
renseignez-vous parce qu'il y a énormément de détails. Je pense qu'aux États-Unis, ce film, tout le monde connaît parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées que tout le monde connaît. Avec l'affaire voilà, on a peut-être été un peu moins touché par cette affaire et tout. Donc moi, je connaissais pas du tout. Ce film est tellement bien qu'il a un souci, c'est qu'il n'est pas assez long. Et pourtant, il fait 2h41. C'est fou, mais le film, quand il s'est arrêté, j'étais dégoûté qu'il s'arrête et je voulais vraiment qu'il continue. Je me suis dit putain, mais fais-moi le double quoi. C'est comme Inglourious Basterds où à partir du moment où tu changes un truc dans l'histoire, où il se passe quelque chose de différent, où tes personnages, comme dit DiCaprio, ils jouent dans des films qui n'ont jamais existé et du coup tu te dis j'aimerais voir la suite, comment est-ce qu'il a évolué ce personnage et tout. C'est beaucoup trop intéressant et le film pour moi ne dure pas assez longtemps. Voilà, c'est dommage. Il y a un truc qu'on n'avait plus vraiment vu chez Tarantino depuis c'était le Boulevard de la Mort, c'était les plans en voiture parce qu'il les faisait vraiment très bien. D'ailleurs même Edgar Wright a demandé des conseils à Tarantino pour le film Baby Driver, juste pour les scènes de course-poursuite, pour te dire à quel point Tarantino s'y collait dans ce genre de truc. Et là, heureusement, on a eu vraiment pas mal de scènes en plus en voiture, avec Brad Pitt qui conduit, et elles sont vraiment très très classe. Il y a une scène qui me reste en tête, c'est quand t'as Brad Pitt et DiCaprio qui roulent, et bah t'as la caméra sur la banquette arrière qui est juste posée. C'est la scène d'intro du film. Et ils roulent. La caméra, recule. Je veux dire, c'est bien pensé, c'est pas compliqué en soi, mais c'est bien pensé. Quelque chose de très très bien ficelé dans ce film, c'est les chorégraphies de baston. Alors, il y en a dans le film qui sont chorégraphiées parce que c'est des films, et il y en a d'autres qui sont, c'est de la vraie baston, disons, et c'est réel. Ça fait du bien de voir ça parce qu'on a l'impression de se prendre les coups avec les personnes. C'est réel et en même temps pas trop parce que oui, il y a des bruitages par-dessus. Et même il y a des actions par exemple Brad Pitt il se bat un moment contre Bruce Lee, vous voyez dans la bande-annonce. Oui. Et voilà, il y a des coups, des machins et c'est tellement exagéré, ça fait penser à Kill Bill. Ça c'est vrai. Et genre Bruce Lee fait des comme ça et tu vois, c'est vrai qu'il fait c'est de l'exagération, mais moi je pensais aussi vers la fin, il y a une baston à la fin et celle-là elle est bien foutue. Moi ça m'a fait penser à John Wick 1 quand c'est pas sanglant mais quand c'est cru et tout et tu sens que ça tape. Tu sens que ça tape et c'est trop bien foutu, les crânes défoncés et tout et c'est génial. En plus à ce moment-là tu devrais pas rigoler parce que t'es en mode what, mais tu rigoles en fait. Comme tous les films de Tarantino, et vu que c'est un film un peu historique qui se passe dans une époque que Tarantino aime beaucoup, il y a que des clins d'œil, il y a que ça. Des vieilles séries, il y a aussi des références à par exemple La Grande Évasion, et une flopée de trucs. À chaque fois, Tarantino fait des petites références. Au niveau des références, dans la réal, ils ont parfois fait le choix de prendre par exemple Leonardo DiCaprio et ils l'ont incorporé dans des vieux films à la place des autres acteurs. La Grande Évasion, voilà, à un moment donné, il est dans le film. Et ils ont réutilisé le procédé que par exemple Rocketman avait fait à la fin, en gros où tu prends l'acteur de nos jours et tu le mets dans un vieux film sur fond vert et tout, enfin bref tu le remets, c'est super cool de faire ça. Et même des fois ils font carrément l'inverse, en fait ils créent des films qui n'existent pas. C'est vrai. Et en fait ils créent leur propre référence on va dire. Par exemple Caprio il arrive et il fait qui veut des saucisses de Francfort bien grillées et puis il shoot avec un lance-flamme sur des nazis. Là c'est un peu marrant parce que c'est une référence à Tarantino qui se fait à lui-même dans The Inglourious Basterds, donc c'est assez... Ah oui, mais il faut le savoir, Tarantino il a en fait son univers de films à lui et tous les films sont reliés entre eux. Rien que là en créant des films il s'est créé un autre univers. Ah ouais mais c'est fou. Enfin, en fait, oh là là, c'est vrai. Il y a tellement de choses. C'est fou, c'est vrai. On mettra en description une vidéo qui explique très bien ça, si jamais. Et puis même, il rend ça ultra crédible avec des affiches, par exemple des affiches qui ont été créées exprès pour le film avec DiCaprio dans certaines situations et tout, c'est vachement cool. Et sinon, autre chose, c'est un peu différent, c'est avec Sharon Tate. Il y a une scène où elle va voir un film, c'est The Wrecking, je sais plus quoi. Elle va dans un cinéma pour voir son film où elle joue dedans. La scène est super en plus. Et quand elle regarde le film, c'est pas Margot Robbie qui joue Sharon Tate, c'est Sharon Tate qui joue Sharon Tate. Ça peut être perturbant au début parce qu'on se dit c'est bizarre. Ça se ressemble un peu mais pas trop. Tarantino avait dit que c'était justement une preuve de respect. Pour rendre hommage, parce que si vous le saviez pas, maintenant vous le savez, il faut le savoir quand même avant de voir le film, c'est que Sharon Tate a été tuée par la famille Manson dans les années 1969 justement. Et c'était un peu genre pour rendre hommage à Sharon Tate. On passe maintenant à la partie scénario, c'est quand même la partie la plus importante pour un film de Tarantino. Il l'a dit lui-même, à partir du moment où tu lis le scénario, il faut que tu comprennes l'histoire. Et là, il le fait vraiment très bien. C'est lui qui a écrit le scénario. Comme d'habitude, c'est très fidèle au cinéma de Tarantino. Du coup, les dialogues commencent par une discussion très simple sur un sujet du quotidien.
puis se développe et monte de plus en plus en pression jusqu'à une espèce d'apothéose où il se passe quelque chose d'assez violent. Et là, il le refait dans le film pas mal de fois. Il y a des longs dialogues comme ça, très pesants. Et souvent, ils sont coupés par quelque chose. Souvent, dans le film, il y a ce procédé. DiCaprio le fait même très souvent. Coupe un peu la conversation par autre chose. Et voilà, toi, t'es vraiment à fond dans le truc. Et après, il coupe le ça truc. s'arrête d'un coup. Et tu fais, ah quoi? Des fois, même, tu comprends plus si tu regardes Once Upon a Time in Hollywood ou un vrai film. Parce que souvent, c'est des scènes où il joue des personnages de film. Je rebondis avec l'humour qui est présent dans le film. Même si il a un côté triste, ce film. Enfin, le fond est triste, voilà. L'acteur qui se cherche. Souvent, tu rigoles et tu fais, ah ouais. C'est ça, voilà. En fait, c'est ça, mais justement, il y a un humour dans ce film, et c'est pas un humour à la con, enfin, je veux dire, un truc, des blagues de merde. C'est vraiment genre un humour souvent de situation et tout. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est super drôle. Je veux dire, même sur des scènes, comme on a dit avant, de baston où t'es pas censé rigoler, et ben, va y avoir une musique qui va te faire rire, va y avoir tout qui va te faire rire, et t'es en mode. Ah, mais c'est super drôle. Un plan aussi, même. Bah oui, voilà, c'est ça. Et vraiment, je pense que les scènes finales, tout le monde rigolait. Dans la salle, vraiment, tout le monde était mort de rire. Et pourtant, si vraiment tu prends ça sérieusement, c'est pas rigolo, en fait, vraiment. Mais c'est trop bien. Vraiment, l'humour est super bien dosé. Ouais. Big up. Comme on l'a dit avant, faut peut-être connaître un petit peu l'histoire du cinéma, surtout de cette époque, pour essayer de comprendre à peu près tous les trucs. Mais même sans la comprendre, on peut quand même facilement suivre le film. C'est pas un souci. C'est même très bien expliqué parce qu'à chaque fois, ils font limite, le narrateur te fait une espèce de Wikipédia de chaque personnage, de chaque réalisateur. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'on a des interactions entre des vrais personnages et des faux, et ça donne des fois des situations qui sont vraiment très très drôles, notamment la scène qui est dans la bande-annonce où on voit Brad Pitt qui se bat avec Bruce Lee. Et bien cette scène elle est très intéressante parce que Brad Pitt, qui est un personnage fictif créé par Tarantino, il fait des références à Kato, qui est un personnage que Bruce Lee avait joué dans The Green Hornet dans les années 60-70. Et du coup c'est marrant parce qu'ils font des références à des trucs qui ont vraiment existé, mais c'est un personnage fictif qui le dit, et du coup ça donne un côté très très bizarre, et vraiment c'est tellement naturel, t'as vraiment l'impression que ça peut arriver. Par exemple, à un moment, il y a le personnage de Rick Dalton qui est joué par DiCaprio. Il voit Roman Polanski dans la rue et il fait « Ah, c'est Roman Polanski, le gars qui a fait Rosemary's Baby ». Et là, tu fais « Putain, c'est vrai et tout ». Et tu te dis « Ouais, c'est un mec réel ». Et t'as l'impression d'être Rick Dalton, qui est un gars fictif. Et tu vois un mec réel, c'est tellement bizarre. Mais en même temps, comme dit, c'est pas super. La fin du film, on va pas la dire. Pour ceux qui l'avaient vu, vous allez certainement comprendre de quoi je veux parler. C'est sûr. Mais c'est une fin que je dirais de type satisfaisante. Voilà. Et Tarantino l'a déjà fait dans d'autres films. Inglourious Basterds, par exemple, c'est aussi une fin satisfaisante. À un certain niveau, je veux dire, ça dépend dans quel camp vous êtes, voilà. Mais je veux dire, la fin du film fait plaisir à regarder, elle est bien, et on est content, heureux. Et c'est pour ça que je rejoins le point que j'avais dit avant, qui est trop court. C'est parce que quand la fin arrive, tu te dis, oh merde, j'avais l'impression que c'est pas terminé, il manque un épilogue et tout. Enfin, on aimerait que ça dure plus longtemps, parce qu'on est en plein dans un truc satisfaisant. Et donc la fin est cool, le film du coup le conclut bien, voilà, ça se termine super bien. Donc du coup ça m'amène à conclure sur ce film et à se demander une chose, c'est est-ce que il y aura une sortie DVD et tout, mais est-ce que on peut espérer une sortie version longue en fait? C'est ça que je me demande. Je crois qu'ils avaient fait ça pour The Eiffel 8, c'est possible, mais ouais. Ce que je me demande, c'est qu'il y a plein de scènes qui sont dans la bande-annonce qui ne sont pas du tout dans le film. Et moi ça me frustre un peu, j'aurais vraiment aimé en voir plus. Du coup, s'il y a une version longue, en fait, on a envie que ça s'arrête jamais, tu vois, le film, t'as envie vraiment que ça continue, et c'est tellement du pur plaisir. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens j'ai vu quelques critiques de gens qui disaient que c'était trop long. Voilà, comme dit, ça peut changer de ce qu'on peut voir habituellement. Voilà, il y a vraiment des moments où il prend son temps, Tarantino, et voilà, ça peut plaire à certaines personnes moins qu'à d'autres. Et voilà, faut aimer ce genre de truc. Bon, et à l'avenir, qu'est-ce qu'on peut espérer déjà de Tarantino? Parce que là, c'était son 9e film. 9e film, il a dit, il le dit souvent même en interview, que son 10e film sera le dernier et que ce sera peut-être un film d'horreur. C'est ce qu'il n'a pas encore fait. Alors récemment, ça a été évoqué. Récemment, on a parlé de Kill Bill Volume 3 aussi. Kill Bill Volume 3, qui serait peut-être pas réalisé par lui. Du coup, non, comme peut-être le pas. Zorro aussi, qui serait pas réalisé par lui. Le Zorro Django, le fameux crossover. Et aussi le film de science-fiction sans vaisseaux spatiaux qu'il aimerait faire. Oui,
qui au final pourrait être une série. Et là, parce qu'il a plein de projets là, actuellement. Là, de ce que j'ai compris, il est en train d'écrire, ou il a quasiment fini d'écrire une pièce de théâtre qu'il va mettre en scène et qui va être un peu partout. Il a plein de projets et ça c'est cool. Ça c'est cool. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas le genre de réalisateur où il te fait j'ai des trucs mais je ne dis rien. Il dit tout. Lui il fait attends, j'ai un bouquin, une pièce de théâtre, c'est cool. Bien parce qu'au moins on l'attend et puis voilà. Mais c'est vrai que là nous sortir un truc en mode peut-être film d'horreur le prochain. Ça peut être sympa. Ça serait génial. Il a jamais fait. Kill Bill, il y a des scènes qui font un peu horreur, la scène dans le cercueil notamment. Et sinon après au niveau du casting, on s'est un peu renseigné. Brad Pitt et DiCaprio et Margot Robbie, ils ont tous encore une carrière devant eux largement. On sait que Brad Pitt on le revoit très vite. Ad Astra qui sort en septembre. James Gray, ça va être. Il va être drôle. Je pense qu'il peut être drôle. Il peut être super sympa. C'est un blockbuster sur la lune. Il y a des courses poursuites. Ça peut être génial. C'est un peu le retour de Brad Pitt, ça c'est cool. Et il y en a un qui va faire un gros retour, c'est DiCaprio parce qu'il y a je crois 8 films sur IMDb qui sont annoncés avec DiCaprio, 3 films avec Scorsese quand même, dont un avec De Niro, et donc il va jouer possiblement Theodore Roosevelt, ça c'est confirmé, le film va bientôt être tourné, de Scorsese en plus. Il va jouer Léonard de Vinci, donc Leonardo DiCaprio qui joue de Vinci, et il va aussi jouer, je sais plus, un autre président des États-Unis, S. Grant, je sais plus son nom. Plein de rôles comme ça pour DiCaprio, peut-être plein d'Oscars aussi, on espère. On espère aussi. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Foncez voir le film si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, regardez le nouveau et prenez la version longue dès qu'elle sort. Ça peut être génial. On a dit des trucs, on a quand même parlé de petits détails qu'il y a dans le film, mais le film fait 2h40, donc on vous a gardé vraiment beaucoup. Non, mais ça ne gâche rien. Et les seuls trucs qu'on vous a expliqué, c'est de l'histoire vraie, c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est des rapports avec ce qui s'est vraiment passé. Ce film change tout, donc voilà, allez le voir. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du film en commentaire et même voter en sondage juste en haut là, si oui ou non pour vous c'est un validé ou pas ce film. Pour moi c'est un grand oui. Un oui plus. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on se retrouve très vite. Justement. Parce que là, on va prendre quelques vacances. Oui, entre guillemets. On continue les critiques. Ça, y a pas de souci. Tous les dimanches, peut-être même les vendredis des fois. Mais mercredi prochain, normalement, il n'y a pas de vidéo. Mercredi d'après, on ne sait pas. On verra. Mais en tout cas, on revient pour sûr en septembre avec du contenu toujours aussi cool. À la rentrée, des courts-métrages sont en préparation. Ça arrive. Sortez les voir à l'intérieur. Sortez couverts, tout ce que vous voulez. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Sur ce, ciao. Ciao.